pour reprendre. Ce qui fait que je vais vous laisser la parole pendant un moment, parce que sinon je ne vais plus savoir quoi vous raconter. Et ce nouveau crément, il est fait avec du chenin, bien sûr, c'est le cépage du coin, au moins à 50%. Il est fait avec du chardonnay. Bon, ça devient à la mode parce qu'ils ont importé le chardonnay, parce qu'ils se sont rendus compte que le champagne fait en Champagne avec le chardonnay, et il y avait une autre catégorie, il était dans une autre division. Et puis, il a du Cabernet Franc. Ah, Cabernet Franc, pourquoi pas? C'est un vin rouge, hein. C'est un cépage rouge. Mais comme chacun sait, il n'y a que la peau qui est rouge et l'intérieur de la baie, elle n'est pas rouge du tout. Et si on presse lentement et pas trop brutalement pour pas trop abîmer les peaux, on a du jus blanc, à condition de le presser tout de suite après la vendange. Donc là, il fait avec du Cabernet Franc. C'est toujours des terroirs de la région de Saumur, mais il achète aussi des... Alors ça, c'est une tradition aussi dans le Champagne ou ailleurs. Quand on veut faire des créments, on achète des raisins dans différentes propriétés, parce que d'abord, il y a des petites propriétés qui n'ont pas les moyens, enfin pas les moyens techniques de faire du champagne, parce qu'il faut quand même immobiliser pendant 2 ou 3 ans les bouteilles tranquillement sur et 3 ans il faut l'argent pour pouvoir immobiliser du stock pendant 3 ans. Donc il y a des petits viticulteurs qui vendent leurs raisins, et donc là il achète du raisin probablement en Anjou et en Touraine, et pas uniquement du Saumur. Donc il achète des raisins à des petits propriétaires, histoire de faire la quantité qu'il a besoin. Donc les raisins, par exemple en Champagne, le raisin, ça arrive à des tarifs au kilo qui sont absolument énormes. Vous pouvez acheter des raisins au-delà des 10 € le kilo pour faire du champagne. Donc c'est quand même un business. Parce que c'est pas le goût de l'acheter moins cher pour aller manger à table. Mais quand on veut faire du champagne, on va jusqu'à acheter des raisins. Alors ça dépend il y a les récoltants manipulateurs, et puis il y a ceux qui font que vendre leurs raisins, et ils peuvent le vendre assez cher. Tout ça pour garantir à de grandes maisons leur quantité et leur exportation dans le monde entier, parce qu'ils ont à montrer qu'ils existent toujours. Donc là, on est sur des terrains qui sont silico-calcaires, argilo-calcaires et même du schiste sur la partie ouest de la région de Saumur. Les vendanges, je ne vais pas vous raconter d'autres, il y a les cuvées et les tailles, comme toujours. Après, on va faire vinification par cépage et par catégorie, la cuvée d'un côté, la taille de l'autre. Et puis, on va aller déguster les vins clairs par parcelle. Alors, c'est toujours par origine. On va déguster les vins clairs, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls, ils ne sont pas encore transformés en créments. Et là, il y a des spécialistes qui vont vous dire je mettrais bien 50% de celui-là, 40% de celui-là et 10% de celui-là. Mais bon, ça, c'est par une cuve. Donc, s'ils ont 25 cuves, ça, vous imaginez le travail de précision qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on souhaite faire. Par contre, ça a un avantage aussi, c'est que d'une année sur l'autre, on peut dire que les créments vont se ressembler. Ils vont avoir un certain niveau de qualité qui va être constant d'une année sur l'autre. À part ceux qui sont millésimés, parce que la plupart du temps, les bouteilles, il n'y a pas d'année dessus. Les champagnes millésimés, donc ils sont faits à partir d'une seule année de récolte, et c'est vraiment encore plus compliqué à faire, puisqu'il ne faut pas mélanger on va pas mélanger les années précédentes, et donc il faut que ça soit tout de la même année. Donc ça, du millésimé, on en a beaucoup moins quand même, parce que dès qu'il y a marqué millésimé dessus, il y a le tarif qui augmente, bien entendu, alors qu'en fait il est à peu près pareil que les autres,
sauf qu'il n'a pas des assemblages de vins plus ou moins anciens. Donc on a dit la même chose, on déguste les vins clairs, on fait une seconde fermentation en bouteille comme l'autre, et par contre on va les laisser un minimum de 24 mois sur lit, c'est-à-dire qu'ils vont être sur des claies posées, et puis au bout de 24 mois on va commencer à les manipuler pour pouvoir les dégorger et les terminer, avant habillage et commercialisation. Donc là, on est encore à un dosage qui est un brut, qui est à 12 grammes par litre. C'est le même dosage que le précédent, hein. 12 grammes par litre de sucre résiduel. Bon, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Un crémant ou un champagne, c'est pas la peine de les faire vieillir. Hein. Ils ont déjà 3 ans de bouteille. Tranquille, mais c'est bon, on peut les faire vieillir moi je sais qu'on peut faire vieillir des millésimés, mais les autres c'est pas fondamentalement un intérêt. Un millésimé, vous pouvez à la limite le faire vieillir, mais c'est compliqué à faire vieillir un champagne parce que avec le temps il risque de changer ses caractéristiques dégustatives, c'est-à-dire que les bulles vont être elles vont pas disparaître, mais elles vont être beaucoup plus évanescentes. Et puis le vin va prendre des arômes qui seront beaucoup plus vieux, on va dire, comme sur des vins vieux blancs. Mais les vins blancs, dans ce cas-là, ne sont pas faits pour vieillir, en fait. Hein. Les bouteilles, on les achète et on les boit. Vous pouvez les garder 1 an ou 2 ans, elle ne va pas bouger, ou 3 ans, même à la limite. Ça ne bougera pas, mais vous n'aurez pas de modification significative du vin. Voilà. Donc, deuxième crément, on a une couleur qui est un peu similaire au précédent. Hein. On a un jaune qui est très clair quand même. Hein. Des bulles qui me paraissent un petit peu plus fines, moi. Hein. Il y a plus de bulles. Hein. Plus de bulles. Alors, par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y en a, qu'on le voit le vert par transparence, c'est que les bulles ne restent pas sur les bords du disque, là. On en a sur le... dans mon verre, non. Ils vont progressivement, peut-être. Moi, j'en ai pas mal au milieu. Hein. Alors, on ne les voit pas comme ça, hein. Il faut les voir par transparence. Alors, on les voit par transparence, parce que quand on les regarde comme ça, on ne les voit pas. Mais c'est un vin qui est très, très, très brillant. Alors, le premier nez, on est sur quelque chose qui est un peu plus floral, je trouve. Hein. C'est très floral, c'est très beau. Il y a peut-être un petit peu un peu de citron aussi, c'est vraiment citronné aussi. Hein. Et en bouche, alors là, on a un autre vin. Hein. Là, si vous voulez, on a vraiment une bulle qui attaque, qui est persistante et qui reste en bouche. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de bouche, on a beaucoup de matière là. Bon, il y a la bulle, c'est sûr que la bulle, elle est là, mais derrière, on a de la matière, on a vraiment quelque chose de présence, on a une belle présence. Mais par contre, ce qui caractérise par rapport à l'autre vin, c'est qu'on a une finale. Hein. Plus puissant. On a vraiment quelque chose de bien rond en bouche, une attaque qui est quand même bon. Il faut dire quelque chose, c'est qu'avec les bulles, on a toujours une attaque qui est très présente. Hein. Ça attaque le palais. Hein. Bulle pas. Là, vraiment la bulle, on a vraiment ça salve, on va dire. Hein. Ça marque. Hein. Ça marque bien. Mais c'est bon, ça c'est bien ça. Belle présence, hein. C'est bon, hein. C'est bien. Ah, le pain, ah oui, le pain. Oui. C'est bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On ça coûte un petit peu plus cher, comme celui-là. Hein 15 €. Voilà. Bon. Alors, les deux premiers vins ont été achetés à Paléognan, hein, à l'Esprit des Vins. Et la partie rive gauche de la Tourelle
de la région de Tours, un petit peu en descendant, donc sur le Mont Louis. Alors c'est la maison Laudacius. Alors est-ce qu'il a dit je fais de l'audace et je m'appelle Laudacius? Un nom romain, c'est bizarre. Laudacius, Laudacius. Pourquoi pas? Laudacius. Alors ça, c'est un manipulateur, c'est un éleveur manipulateur, c'est pas un récoltant en tant que tel, puisqu'il regroupe 18 vignerons qui font la partie viticulture, et lui, il va travailler la vendange. Il y a au total, avec ces 18 vignerons, ça représente 170 hectares. Alors on peut comprendre vite fait, hein, ça fait moins de 10 hectares par vigneron, et un vigneron avec 10 hectares, il ne peut pas se permettre d'avoir de pouvoir faire du crément, parce que ça voudrait dire qu'il a 3 ans de stock, et donc il a un très bon banquier. Hein, parce que c'est de l'argent immobilisé et qui rapporte rien, hein, tant qu'il est dans les bouteilles. Donc ça représente quand même une valeur très importante. Donc il y a des maisons, c'est typiquement le récoltant manipulateur le manipulateur qui va faire son crément. C'est une maison qui a été créée en 61, qui s'est débrouillée pour ramener 18 vignerons avec lui pour faire des créments. Il est installé sur Montlouis-sur-Loire. Alors l'AOC Montlouis, ça représente 450 hectares, donc c'est quand même pas n'importe qui, puisque lui, il en a 170. Hein hein, enfin, il en a 170 pour le crément, parce que peut-être que chaque vigneron fait aussi du vin, d'autres vins. Hein. Il récolte le raisin sur une surface de 170 hectares. Il est situé entre la Loire et le Cher, avec la forêt d'Amboise, ça vous donne des noms sympathiques. Hein. Il est assez orienté au sud et le vignoble est sur le plateau calcaire, sur le fameux tuffeau de Touraine, bien connu des constructeurs de châteaux, qui est une belle pierre, qui se découpe bien, qui fait bien lisse et tout, enfin bref. Les sols, c'est en majorité argilo-siliceux, ce qu'ils appellent là-bas la perruche. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait le rapport avec l'oiseau. D'ailleurs, je me demande si les oiseaux étaient connus, les perruches de l'époque. Je ne sais pas. Enfin bref, je n'ai pas trouvé. Il y a de l'argilo-calcaire, et puis une légère couche d'alluvion, et avec du sable, un peu du sable, parce qu'il y a toujours du sable qui vient de l'Atlantique, mais très très peu. Et donc le climat, c'est le climat typique de la région. Et lui, il est pratiquement à 100%, enfin il est à 100% chenin blanc, à 100%, qui est donc le cépage typique de la région en blanc. 100% chemin. Alors il a un autre nom, il s'appelle des fois le Pinot de Loire. Pinot pas N-O-T, Pinot N-E-A-U. Il s'appelle, oui, bon, enfin ça c'est des parties c'est disparu plus ou moins, mais on peut encore le retrouver quelques endroits. Donc après, on va voir la même chose sur toute la fabrication du crément. On ramasse le matin, on essaye de ne pas abîmer en cagette les raisins. On fait une fermentation à basse température pour éviter de trop abîmer le vin. Après, on va faire des assemblages. Et alors l'élevage sur l'IFIN pendant 3 mois avant de faire des assemblages et des tests. Et on va faire une filtration avant tirage. Et après, la seconde fermentation, elle est faite en bouteille, comme toujours, avec l'ajout de la liqueur, et la prise de mousse va se faire sur latte pendant un minimum de 2 ans. Donc, on arrive vite aux 3 ans, hein, pour faire toujours la même... Donc on attend 24 mois minimum.
Le remuage et le dégorgement se fait à la glace, comme je vous ai expliqué. Hein, on trempe le goulot dans de... Alors, il a été remué. Le remuer, c'est pas le remuer comme ça. Hein. Le remuer, c'est un système. Alors, il y a des machines automatiques maintenant, mais le remuer, c'est tourner d'un quart de tour en soulevant un petit peu, en inclinant un peu plus la bouteille progressivement. Et on fait ça toutes les semaines, on va recommencer, puis jusqu'à ce qu'elle soit verticale pratiquement. Et à ce moment-là, quand elle est verticale, on la gèle dans un bac de glace, à la limite, c'est même plus fort que ça. Et on peut dégorger sans perdre tout le liquide quand c'est bien fait. Et donc le total du système, ça représente quand même 36 mois, donc c'est 3 ans, hein, classique pour ce type de vin. Là on est sur un dosage de 6,8 grammes par litre, donc il va être beaucoup plus brut que le précédent. Pas brutal, mais brut. Il y a brut, il y a extra brut, c'est à la limite, il est encore moins sucré, hein, puis brut. Alors il y a des règles sur le nombre de grammes par litre pour avoir de l'extra brut, du demi-sec, du sec, et bien à la fin c'est trop sucré, c'est pas bon. Déjà le demi-sec c'est la limite à mon avis pour un vin, ou alors c'est les vins de 4 heures de ces dames qui font des jeux de cartes. Non, mais je dis ça par expérience parce que c'est ce que buvait ma grand-mère dans ses parties de brut. C'est quand elle n'avait pas de vin doux de la région, du Mont-Basillac. Parce que c'était à l'époque, oui, ma grand-mère, maintenant, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. Hein. Et donc, c'était le vin qu'on buvait dans la région parisienne, le Mont-Basillac, ça faisait partie des entre guillemets, des must, alors qu'ils vous foutaient un bar ici avec le soufre, qui était absolument impossible. Mais bon. Voilà, donc sur ce Mont-Louis, la couleur toujours pareil. Hein. On a par contre, je pense qu'il y a des petits reflets verts, on dirait, non? Ouais, c'est un peu plus tendre. Les bulles, bon, plus fines, on dirait là. Plus fines, elles se mettent bien sur le disque. Le disque est brillant. Le nez, on a un nez un petit peu différent. Là, on a un nez un petit peu sur des agrumes, là, je trouve. Hein. Un petit peu pamplemousse, un petit peu poire aussi. Fruits jaunes. Mais très beau nez, hein, différent des nez précédents. Hein. Et en bouche. Alors on a une bouche qui est moins agressive que le précédent. Elle est marquée, mais par contre, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en bouche, on a ce côté fruité qui arrive. Hein. On a ce côté donc agrume, comme je disais tout à l'heure, poire, ces fruits jaunes qui arrivent. Et ça, on le sent bien en bouche. Hein. Par contre, c'est vrai, c'est un vin qui quitte facilement le palais. Par contre, c'est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bouche avec une matière qui est très importante. Par contre, hein. On a plus de matière que les vins précédents. Hein. Moins de présence de la bulle. Moins de présence de la bulle. Le fruit est plus présent que la bulle. Hein. C'est bon ça, c'est bien ça. Alors il y a des créments, vous prenez dans la bouche, il y a des bulles partout, vous en avez plein à la bouche, ça c'est pas un bon crément, hein, je peux vous dire. Il ne faut pas que les bulles soient envahissantes, ça ne va pas détruire non plus. Ça reste sur un terrain, quelque chose qui soit vert. Hein. C'est bon ça c'est bien ça, c'est pas mal ça sur ce Mont-Louis. Ça tient ça. Alors, je ne sais pas si Anna vous a parlé, parce que j'étais en train de servir là, mais sur la Loire, on a d'un côté Mont-Louis et de l'autre côté Vouvray. Hein.
Donc on a deux vins qui sont donc des créments qui se tiennent à peu près. Mais Pont-Vouvray a beaucoup plus d'hectares de volume que Mont-Louis. Et Mont-Louis, c'est vraiment quelque chose un petit peu, c'est beaucoup plus petit. Hein, pour bien on se souvient plus que c'est quelques centaines d'hectares. Hein, enfin bon. Mais c'est bon, ça fait bien aussi. Hein. Il n'y a pas d'acidité par contre. Hein. Oui, mais ce qui est intéressant surtout, c'est la bouche. Elle est beaucoup plus fruitée. Il y a beaucoup plus de fruits dans la bouche. Le vin est plus intéressant, ouais. Il est moins crémeux. Moins crémeux en bouche, il est moins crémeux, il a moins de goût. Ah oui, c'est beau ça. On le donne celui-là. Non, on se laisse. 13 €. Mais 12 degrés, 13 €. Bah ouais, juste ce que je disais là, Alain, ce vin-là, il fait une meilleure impression que tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être que j'ai eu la bouche qui était pas faite, peut-être que les vins précédents m'ont aidé à apporter quelque chose. Bon. Renaissance. Bien. Donc on va continuer avec un crément de Touraine. Là, on était sur le côté Mont-Louis, qui est au sud, qui est la partie très sud de la Touraine. Et il y a la Touraine et puis le Vouvray. Donc la Touraine, c'est proche de la Loire. Et là, on est sur alors, elle s'appelle Renaissance, vignoble du Paradis. Elle fait hommage à Léonard de Vinci, qui était dans le coin, à Clos-Lucé. Hein? Je ne sais pas s'ils ont des accords pour faire avec le Clos-Lucé. Et donc on a la partie Touraine, ça va de l'Anjou à la Sologne, hein, carrément, il y a beaucoup d'espace. Il y a 146 communes, et donc c'est la majeure partie, elle est au sud-est de Tours, et sur des coteaux qui dominent le Cher. Voilà. Donc on est sur un cépage toujours 100% chenin blanc, hein. Et sur des sols, alors celui-là, on est dans la vallée de la Loire carrément, puisqu'il est sur des sols sableux, et non pas du tout sur le calcaire, sur la partie Loire-et-Cher. Donc on est dans les vallées carrément en bas, et qui sont plutôt sableuses. Il suffit de regarder la Loire pour voir qu'il y a du sable partout. Hein. Ce qui est un gros problème pour la circulation, mais bon. Donc, pour la fabrication, pour la vinification, il n'y a rien de changé. Hein. Fermentation contrôlée à basse température, élaborée selon la méthode traditionnelle. Après, il y a un minimum de 9 mois sur latte minimum. Et on fait un assemblage, alors dans le cas présent, de 2 millésimes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des stocks de vin qui datent des vendanges précédentes, et puis on va faire des assemblages avant de mettre la liqueur de prise de mousse, et de les faire prendre la mousse, et comme ça se dit, prise de mousse. Moi je dis, on pourrait dire prise de bulle, ça ferait mieux, ça ferait plus joli. Mais bon, c'est le terme historique, on va dire. Donc, il y a un truc sur les bulles. Les bulles, c'est déjà bien important, c'est qu'il y a différentes choses. Il y a la finesse de la bulle, la verticalité des colonnes de bulles, et puis le disque où vous a parlé. Par contre, il y a un problème qu'on peut des fois trouver, c'est que les bulles, ça dépend surtout de la façon dont on a lavé le verre. Si vous mettez le verre dans la machine à laver, c'est pas sûr que vous ayez vraiment des bulles à la sortie, parce que quand on le fait à la main, ou qu'on fait le lavage des verres à la main, il reste toujours des petites aspérités au fond du verre
Et ça va être ces petites aspérités qui sont collées au fond du verre qui vont être le point de départ de la colonne de bulles. Alors si on passe les verres à la machine à laver, avec des détergents tels qu'on les a aujourd'hui, ça supprime ces aspérités. Bon, les verres sont plus propres, on va dire, à la limite. Hein, quoique... Mais surtout, ça supprime les aspérités et donc ça supprime ces petits points de départ qui créent la colonne de bulles. Bon, il y en a, mais elles sont un peu plus partout, quoi. Elles vont sortir là où elles ont envie, simplement par la différence de pression qu'a obtenu le vin, puisqu'il est plus sous pression avec le bouchon. Il se détend un petit peu, mais il va se détendre un peu n'importe comment. Alors que s'il se détend avec ses petites aspérités, il va vous faire des colonnes de bulles qui sont très intéressantes. Après, la bulle, elle va se mettre autour, mais c'est naturel. Si vous lancez un caillou au milieu d'une mare, ça fait des ondulations qui vont vers le bord, de tous les côtés. Et bien là, c'est la même chose. La bulle qui monte, elle fait pop en haut, ça crée une petite altération de la surface, et automatiquement, ça se propage tout autour. Donc, ça va sur les bords. C'est un phénomène qu'on peut expliquer physiquement sans aucun problème. Enfin, ici, si vous voulez le mettre en équation, ça va être un peu plus difficile. Ouais, en équation. C'est vrai que la bulle est très grosse. Hein. Et moi, j'ai remarqué en servant que le vin était plus effervescent que les autres. Hein. Ah. Alors, on a une couleur qui est à peu près similaire aux autres, hein, un jaune un peu pâle. Une bulle qui s'affine finalement, une petite bulle, un train de bulle, toujours des trains de bulles, hein, qui se partagent toujours. Le premier nez, on a quelque chose qui est beaucoup plus citronné, beaucoup plus frais que les précédents. Hein. Ouais, c'est très frais, c'est des fruits. Alors le chenin blanc, je ne sais pas si vous l'avez expliqué à nous, il sert aussi bien en vallée de la Loire à faire des blancs secs, mais il sert aussi à faire des blancs qui sont doux, qui sont moelleux, qui sont liquoreux. Hein. C'est la région qui se trouve en dessous de Saumur, là, Bonzo, Quart de Chaume, Coteau du Léon. Hein, tous ces vins-là, c'est des vins doux qui sont bons. C'est bon ça, c'est bien ça. Commentaire particulier sur ce vin là, non? Ça vous plaît? Il finit assez vineux, mais il finit plus longtemps par contre. Hein. Il a une bouche beaucoup plus longue hein, que les précédents. Un peu d'amertume? Oui, un peu d'amertume. Oui. C'est pas. Alors, comme je dis à chaque fois, c'est vrai que
on a une bouche, si vous voulez, qui est là aujourd'hui, enfin, à cette heure-là, qui est propre. Alors, si vous voulez, tous les défauts d'un vin, normalement, on les a. Hein. On peut les connaître, on peut les déceler. Hein. Mais c'est sûr que dans un repas, ce vin-là, l'amertume, on ne la connaît pas. Ça, on ne la connaît pas. On a une bouche avec les différentes papilles qui ont été touchées par différentes choses, donc pas par du gras, du gras de chez Peton. Hein. Mais c'est bon, c'est bien ça. Ça vous plaît comme vin ou pas là? Ça vous plaît? Ah, vous voyez que finalement ces vins-là, ces 4 vins-là qu'on a dégustés jusqu'à maintenant, vous remarquez qu'ils sont quand même resserrés quand même. Hein. On n'a pas une grande dispersion quand même. Hein. Ils sont assez homogènes, je dirais. Le cépage, la méthode, le terroir, la vinification, on voit qu'il y a quelque chose de très resserré quand même. Hein. Et c'est rare hein, sur un type de vin d'avoir aussi, je dirais, une qualité aussi resserrée. Hein. Et celui-là, il coûte combien? 12, 13, 14, 11. Bon, vous voyez, 11. On va terminer avec un Vouvray. Alors Vouvray, c'est au nord de Tours, c'est au-dessus de Tours. C'est sur la rive droite de la Loire, côté vers Tours. Alors, le Vouvray, c'est un Vouvray excellence brut, mais celui-là, j'ai cru comprendre qu'il était millésimé. Parce que sur le papier, j'ai marqué 2021, alors ça voudrait dire qu'il est millésimé. Bon, 2021, on ne pouvait pas avoir 2022, parce que plus 3 ans, ça fait 2025. Hein. Ça n'aurait pas été possible. Il faut attendre, il y a un truc comme ça, il faut se rendre compte. Donc on est un petit peu avant Tours, sur la rive droite, et le Vouvray, ça représente au total 2000 hectares. Donc on est sur des coteaux pierreux, avec dessous on a de la craie, hein, le tuffeau, bien classique. Hein. Donc on est sur des endroits où il y a du caillou et de la craie. Ça c'est typique du bord du bassin parisien. C'est à l'époque où il était rempli d'eau, hein. Ça fait un certain temps. Et on a des argiles aussi avec des argiles à silex. Alors, argile à silex, normalement, on les trouve plutôt vers le Sancerrois et tout ça, le silex, mais bon, ça fait partie aussi de ce qu'on a qui est proche, qui vient du bassin parisien. Ces silex qui ont migré vers Tours. Alors, le silex, c'est très important, le silex dans les vins, parce que ça apporte ce côté minéral très important qu'on retrouve particulièrement dans les Sancerres. Ce côté minéral on a l'impression de sucer du caillou. Hein. C'est assez impressionnant. Alors il y a aussi de l'argilo-calcaire, bien entendu, puisqu'on est dans une partie qui est un petit peu mélangée, hein, puisqu'on est sur le bord bassin parisien, le parti de l'autre côté de la Loire, enfin, tout ça, ça a bougé, bien entendu, et donc on a beaucoup de choses. Le cépage, bien sûr, c'est 100% chenin blanc, hein, pour changer un peu, ça fait les 3 derniers sont sur le même cépage. Pressurage, débourbage, fermentation contrôlée et basse température. Alors, méthode traditionnelle, la seconde fermentation en bouteille après sélection des meilleurs vins, hein, comme je vous dis, on teste les cuves, puis on va dire celui-là je le prends, celui-là je le prends pas, je fais un assemblage éventuel. Alors, c'est bien un 21 celui-là, il est millésimé. Ouais, donc c'est un millésimé, ça veut dire qu'il provient d'une seule année de récolte, et c'est pas un assemblage d'année précédente. Là, c'est des raisins qui ont été ramassés en 2021 et qui ont été vinifiés en 2021. Donc j'avais raison sur mon papier, ouais, déjà bien. Hein. Donc, méthode traditionnelle, la seconde fermentation en bouteille
après avoir sélectionné les vins dans les différentes cuves, hein, en fonction des parcelles et tout ça. Et après, on va mettre 18 mois d'élevage sur latte, comme les autres, hein, rien de nouveau. Hein. Et alors, ça s'appelle la cuvée Excellence. On va la déguster après, mais bon, sinon, bah, on rajoute un liqueur. Est-ce que tu as le pourcentage de sucre résiduel? Alors, le propriétaire, je n'ai pas le nom de propriétaire directement, ça s'appelle Vouvray de Chanceny. Ça doit être de Chanceny, monsieur de Chanceny. Je ne sais pas si c'est son nom ou si c'est le domaine qui s'appelle comme ça. De Chanceny avec un Y à la fin. Excellence brute. 13 degrés il fait. C'est le plus alcooleux. Un peu sur Vouvray, je ne sais pas si vous avez les mémoires longues, mais il y a de ça 40 ans, 140 ans, entre Bordeaux et Paris, il s'est passé des choses et il y avait entre autres une construction de lignes LGV entre Paris et Toulouse. Et il y a eu tout un tas de polémiques, je ne sais pas si vous avez suivi, autour des années 80 ou sur les années 80, on va dire, pour la construction de la ligne à très grande vitesse, parce qu'elle coupait le vignoble de Vouvray. On retrouve ça avec Bordeaux-Toulouse. Bordeaux-Toulouse, bon, on trouve ça sur Sauternes. Bon, alors, a priori, maintenant ça s'est atténué. A priori, il n'y a pas eu de gros impacts sur Vouvray parce qu'ils pensaient que les trépidations, si vous voulez, allaient au niveau des câbles. Non, c'est là, oui, tu as raison, Gilles. Enfin, bon, c'était pas le but premier, là. Voilà. Allez, Vouvray. On part à Vouvray. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une bulle qui est beaucoup plus tranquille, là. Un bulle plus tranquille, un cordon de bulle qui est discret. Très discret. Une couleur qui est un peu un jaune vert, je trouve. Hein. Ouais. On va 21, donc ça donne 3 ans. On a quelque chose qui est complètement différent là. On a, comme sur les premiers, on a un peu ce côté brioché qui arrive. Hein. Ce côté brioché, ce côté floral qui arrive. Ouais. Et en bouche. Voilà. Alors, là, je ne dirai rien, mais je terminerai en disant c'est à Vouvray. Voilà. Alors, il y a une expression, une attaque qui est normale, qui est un petit peu marquée, enfin qui est discrète. Les bulles se propagent très bien tout au parcours de la bouche, hein, ça c'est sûr. La bouche, avec de la matière, c'est un vin qui file. On a une longueur. Hein. Bon, ça c'est bon, ça. Moi, c'est bon, j'aime bien. Du Vouvray, c'est vraiment bon. Vouvray, rapport qualité-prix, je trouve que ce sont des vins qui sont très agréables, abordables et tout ça. Bon, voilà. J'ai voulu terminer la dégustation par Vouvray. Non, c'est pas très ça. Alors moi, si vous voulez, sur Vouvray, j'ai beaucoup j'ai entre autres, je me souviens, tout à l'heure, en dégustant les bouteilles, j'ai un très bon souvenir d'un mariage de la copine à mon épouse, hein, donc ça qui s'appelle Monique, peu importe, hein, et on a fait un mariage donc à Vendôme, qui est donc un peu au nord de Toulouse, si vous voulez, on l'a fait au Vouvray, et c'était très bien. Hein. Alors un épisode, tout un tas d'épisodes malheureux, parce qu'à cette époque-là, j'avais une de chevaux, et elle a sorti à la fin
du repas, la voiture n'a pas voulu démarrer. Ça, c'est des épisodes. Ça, c'est des épisodes qui marquent. Voilà.